Bienvenue sur Lire ou mourir. Quel est ton choix? Lire ou mourir. Quel est ton choix? Le podcast qui vous fait découvrir ou redécouvrir des auteurs et autrices Qui éveille nos consciences et nous font voyager à travers leurs ouvrages. et tout ce qui tourne autour des livres. Lire ou mourir. Quel est ton choix? Lire ou mourir. Quel est ton choix? Bonjour, bonsoir, c'est Jean-Jacques et Charlène Mambo dans le salon de... Lire ou mourir. Nos invités d'aujourd'hui sont... Etombe et Iteru Ogowe, les traducteurs du livre Stolen Legacy de George G.M. James, qu'ils ont traduit en français L'héritage volé. Ce livre sera le point d'ancrage de notre conversation d'aujourd'hui. Donc bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci. Bienvenue à vous. Merci. Bonjour et merci à tous les deux. Oui, c'est un honneur pour nous d'être là. Oui. Absolument. Le plaisir est partagé. Super. Donc on va rentrer directement dans la conversation parce que bon, c'est pour ça qu'on est là. Alors j'aimerais déjà vous introduire un peu parce qu'en fait, on vous a pas non plus choisi par hasard. Déjà, vous avez fait ce super travail de traduction qui, à mon sens, est juste extraordinaire parce que, à titre personnel, moi j'avais lu le livre il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas encore de traduction. Mais à chaque fois que je parlais du livre, en fait, ou que je partageais un truc sur mes réseaux sociaux, j'avais toujours des gens qui me demandaient, en fait, est-ce qu'il y a une traduction? Est-ce qu'il y a une traduction? Est-ce qu'il y a une traduction? À l'époque, il n'y en avait pas. Donc déjà, je sentais qu'il y avait, on va dire, un engouement et une attente à ce niveau-là. Alors vous, en tant que traducteur, déjà, vous avez traduit déjà plusieurs livres, donc vous avez déjà cette expérience-là, ce qui je trouvais bien. Vous avez aussi, Iteru est aussi l'auteur de plusieurs livres, donc je pense que vous allez pouvoir nous donner une vraie dimension par rapport au travail de George G.M. James et des questions aussi qu'on aura autour de son livre. Et donc, on va commencer avec notre première question qui est vraiment très intrigante pour nous. Donc, n'hésitez pas, ici, on est dans le salon de Lire ou mourir. On est là pour échanger de manière conviviale. Donc, voilà, quoi. Si vous avez des anecdotes, n'hésitez surtout pas. On a le temps, on n'est pas pressé, donc n'hésitez pas, ok? Donc voilà. C'est parfait. Donc voilà. Pourquoi avoir choisi de traduire Stolen Legacy de George G.M. James? Alors cette question, c'est vrai que c'est une. Merci déjà d'être avec, de nous avoir proposé en fait cette interview qui, à mon sens, me paraît vraiment très très importante et de voir en fait qu'il y a des gens qui s'intéressent à cette traduction-là. Et donc pour répondre à la question, en fait, c'est à mon avis, c'est un ouvrage fondamental dans la mesure où j'estime que nos enfants ont besoin de connaître leur histoire, ont le devoir en fait moral de connaître cette histoire de notre communauté. Et c'est aussi une manière de retrouver une estime de soi en fait, et aussi pour avoir de meilleures relations raciales dans le monde, afin de contribuer en fait, voir en fait que l'Afrique a contribué, le continent africain a contribué dans son ensemble à la civilisation de l'humanité. Et donc cette connaissance de la vérité permettra donc à nos enfants, aux Africains, de se libérer des préjugés qui nous affligent en fait. Et qui ont donc corrompu nos relations avec le reste du monde. Donc c'est, à mon avis, à mon sens, c'est fondamental. Et donc cette explication, vous la trouverez donc à la page 26, donc au début du livre, Stolen Legacy, de la traduction que nous avons faite, réalisée Iteru et moi-même. Donc à la page 26, donc il y a cette explication justement qui donne... qui explique pourquoi est-ce que c'est fondamental de connaître cette histoire-là. Et c'est cette raison donc qui m'a moi amené à traduire ce livre avec mon époux Iteru Ogowe. Oui, sachant que au début du livre, le frère George G.M. James, qui est devenu maintenant un ancêtre, dit que la falsification de l'histoire et plus précisément
l'attribution au seul grec de l'héritage philosophique au détriment du peuple kamite qui a enseigné, en tant que peuple africain qui a enseigné les Grecs. Il faut savoir que Platon a passé 13 ans en Égypte et quant à Pythagore, il a passé 22 ans selon son biographe Jean Blic, qui était grec lui aussi, il a passé 22 ans en Égypte. Donc c'était plus qu'un stage. Et aujourd'hui, on nous apprend dans les écoles que, en fait, les Grecs ont tout inventé. On nous parle même de miracles grecs. Alors en fait, la source, elle est égyptienne, sachant que la ville d'Athènes a été créée, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'évêque de Meaux, l'évêque de Meaux, qui était un érudit français, Bossuet, voilà, je retrouve son nom, qui disait à l'époque que dans un de ses cours, que Athènes avait été créée par le pharaon Khufu, qu'il appelle Kékrops. Mais Kékrops, c'est l'appellation grecque de Khufu. Et donc, cette falsification, dit George James, au début de son livre L'héritage volé, il dit que c'est le socle sur lequel repose le préjugé racial aujourd'hui. Parce que sans ce vol de la philosophie égyptienne par les Grecs, le continent africain aurait une toute autre réputation et ne serait pas concerné, représenté comme un continent arriéré. Et donc, pour ajouter en fait à ce que vient de dire Itero, effectivement, donc pourquoi est-ce qu'on a décidé de traduire ce livre? C'est également pour l'émancipation des personnes d'origine africaine et pour une sorte de un servage en fait, et pour permettre en fait à nous, aux Africains, de nous affranchir de ce complexe d'infériorité qui nous a été inculqué en fait. Donc c'est tout ça qui permet en fait qui nous a donné en fait envie de traduire ce livre. Voilà, toujours pour répondre à cette première question, tu as parlé tout à l'heure, frère Jean-Jacques, des anecdotes. Justement, on a une anecdote à raconter à propos de ce choix que nous avons fait ou qui nous est tombé dessus. Puisque il y a quelques années, ça remonte peut-être à 15 ans, peut-être même 20 ans, j'avais un ami qui me suivait et qui... parce qu'à l'époque, j'étais journaliste freelance et je faisais des articles culturels dans la presse. Et fort étrangement, ce jeune homme voyait en moi, il était plus jeune que moi, voyait en moi un futur écrivain. Et donc, il me comment dirais-je, stimulait. Des fois, il m'offrait des livres, etc. Il était assez avancé sur le plan de la conscience, même s'il avait aussi une dissonance cognitive que nous avons tous. Dissonance cognitive, elle n'était pas méchante, mais en tout cas, il était assez avancé au stade de la conscience. Et il avait offert un fac-similé de l'héritage volé, de Solène et Tessier. Donc, il avait fait le nécessaire pour imprimer le livre en entier et il me l'avait offert. Et je ne sais pas s'il m'avait dit vous pourriez le traduire. Non, il ne m'avait pas dit ça, mais il me l'avait offert. Il savait que je m'intéressais beaucoup aux écrits de Cheikh Anta Diop aussi. Et donc, j'avais commencé à lire ce livre. J'étais moins familier de la lecture en langue anglaise que je le suis aujourd'hui. Mais j'avais quand même commencé à le lire et je l'avais trouvé très intéressant, à tel point que j'avais dit à Etombe à l'époque, mais nous pourrions traduire ce livre. Et Etombe m'avait dit, oh bon non, quelle idée. Et donc, fin de l'histoire, a priori, je dis bien a priori, fin du premier épisode. Deuxième épisode, ça nous ramène peut-être 12 ans après, ou 13 ans après. Et donc, Etombe, comment dirais-je, adhère avant moi, peut-être un mois et demi avant moi, à Afrocentricity International France, mais avant moi même qu'elle adhère à Afrocentricity International France, nous étions des étudiants l'un et l'autre de l'Institut Africamat, donc à Paris, où enseignait à l'époque New
Nyumsere Kalala Omotunde et René Louis Parfait Etile. Et donc, de temps en temps, il y avait des colloques Ménébuc, puisque l'éditeur d'Omotunde, de Dumbi Fakoli, d'autres auteurs, et donc était Ménébuc, qui était dans les mêmes locaux à la même adresse que Africamat. Et chaque année, donc, Ménébuc organisait un grand colloque où tous les écrivains publiés par Ménébuc venaient. Alors, venait Molefi qui était à Santé, Mamazama des États-Unis, d'autres venaient d'Allemagne comme le grand frère Mumba Bingé Bilolo, l'égyptologue, et etc. Et donc à l'occasion de ce colloque Ménébuc, Etombé avait fait partie du staff de l'organisation comme bénévole et elle avait sympathisé avec Ama Mazama. Et Ama Mazama lui avait dit, oui, en fait, je te passe la parole. Je ne sais pas si vous connaissez Omotunde Kalala. On connaît son travail, oui. Voilà, c'est justement comme disait Itero, on assistait donc au cours d'Africa donné par Africamat. C'était tous les samedis, je me souviens. C'est ça. Et donc, justement, suite au colloque organisé par les éditions Ménébuc et Africamat, donc Omotunde Kalala m'a présenté au docteur Ama Mazama et au docteur Molefi qui était à Santé. Et c'était à l'époque, je me souviens, c'était à l'époque où le docteur Ama Mazama avait écrit Religion et Renaissance africaine. Et donc, elle était là pour vendre son livre qu'elle avait édité, en fait, elle-même, en fait. Et donc, elle était venue avec une liste d'ouvrages qu'elle estimait qui était important, en fait, à traduire. Parce qu'elle avait déjà traduit l'afrocentricité du docteur Molefi de la Santé. Et donc, elle avait une liste de livres. Et suite à la présentation, en fait, plus tard, en fait, en marge du colloque, elle m'a parlé de livres, en fait, de cette liste de livres que j'ai gardée longtemps d'ailleurs. Et dans la liste des livres, il y avait Stolen Legacy. Et donc, elle m'a proposé, elle m'a dit, mais Sœur Etombé, est-ce que ça vous dirait de traduire ce livre, de traduire l'un de ces livres, en fait, dans la liste. Elle n'a pas désigné un livre en particulier. Et donc, suite à ça, je lui ai dit, mais quel livre pensez-vous serait vraiment utile, qu'on pourrait commencer à traduire éventuellement? Elle m'a dit Stolen Legacy. Alors, donc, comme quoi, il n'y a pas de hasard, quoi. En fait, oui, le livre, il vous est tombé dessus à plusieurs coins de la tête, et puis à un moment donné, il fallait faire quelque chose. Voilà, quoi. Donc, c'était une providence, quoi. Voilà. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que le livre, on avait un facsimilé, qui était un exemplaire, en fait, qui nous avait été donné par l'ami d'Iteru. Et donc, après le colloque, on revient à la maison. Je me vois, mais vraiment, c'est comme si j'étais habitée, en fait. Je me vois assise devant mon ordinateur. Je prends le bouquin, que j'avais commencé à parcourir d'ailleurs, quelques paragraphes, etc. Je regarde la table des matières et je me vois en train de commencer à traduire la table des matières. Mais ça a commencé comme ça. Immédiatement après le colloque, quoi. Oui, alors qu'Itero m'en parlait souvent, je me disais, oh, ben tu sais, ce livre, il n'est pas évident, hein. Tu sais, et puis là, ça a été comme un déclic, en fait. Un déclic. C'est arrivé comme ça. Je me suis assise et on n'a pas pu s'arrêter après. C'était parti, en fait. C'est vrai que des fois, il faut un élément déclencheur, quoi. Hein. C'est vrai. Moi, c'est souvent le contraire avec ma femme. Ma femme, elle me dit souvent des trucs. Je dis, chérie, c'est bon et tout, machin. Et après, 6 mois après, je tombe sur un article ou un truc. Je dis, mais chérie, tu te rends compte? Et elle me dit, mais je t'avais parlé de ça il y a 6 mois et tout, là, machin, comment ça... Donc, franchement, on comprend parfaitement. Donc, en fait, oui, c'était écrit, quoi. C'était votre destinée de faire ce travail de traduction, quoi, en fait, compte. Hein. Ah oui, c'était vraiment... c'est une rencontre, vraiment, que je n'oublierai jamais, c'est vrai. Ça a changé beaucoup de choses, hein, effectivement. Et ça nous a permis, justement, de faire cette traduction, c'est vrai. C'est clair. Comme quoi, c'est des rencontres qu'on fait et qui peuvent déclencher, en fait, certaines choses. Oui. Alors, peut-être que j'aurais dû dire ça en amont. Pour les auditeurs, mais prenez une feuille et un stylo, parce que déjà, en 5 minutes, là, on a donné déjà tellement de références que... et c'est aussi ça le but du truc, quoi.
Hein, parce que là, on a du Platon, on a du Pythagore, on a l'évêque de Meaux, on a du Cheikh Anta Diop. Donc oui, peut-être que j'aurais dû le dire. Oui, prenez vos stylos et tout, parce que oui, dans la discussion, il y a certaines références qui vont venir. Et moi, je suis curieux, mais quels sont les autres livres qu'il y avait dans la liste alors? Ah oui, dans la liste, la fameuse liste. Oui. Alors, la liste, comme je vous disais, je l'avais gardée longtemps je me baladais avec, en fait, dans mon sac. Elle était dans mon sac. C'était un talisman, quoi. Exactement, c'est ce que j'étais en train de penser. Le talisman qui dit, le petit rappel, là, cette affaire. Alors, dans la liste, il y avait The ISIS Papers du Dr. Frances Cress Welsing. Et donc, la Perrate l'a traduit. Hein. Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Dr. Joseph Ben Yochanan. Oui. Dr. Ben. Alors, le titre, je ne me souviens pas de... Ça doit être The Black Man of the Nile. Yes. Voilà, The Black Man of the Nile. Oui, ça, c'est un classique. Hein, c'est un classique. Il y avait Dr. Chancellor Williams, The Destruction of Black Civilization. Oh, yes. Qui est vraiment un chef-d'œuvre. Hein. Oui. Et il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait pas 10 ouvrages, il y avait moins de 10 ouvrages. Je pense qu'il y avait également... Alors, il n'est pas très connu. Je l'ai marqué quelque part. C'était le docteur Amos Wilson, il me semble. Oui, alors... Sur le les... titre, il est carabiné. Hein. Oui, il y avait The Blueprint of quelque chose. Alors, je ne me souviens pas très bien du titre. De toute façon, il y avait le docteur Amos Wilson, qui est décédé d'ailleurs. Je crois qu'il a beaucoup écrit sur l'éducation, lui, non? L'éducation des enfants. Oui, effectivement, oui. Je me suis souvenu du docteur Marimba Ani, Yurugu. Donc, Yurugu, faut savoir que Yurugu a été traduit aussi par le frère Makodu, qui faisait partie de Haï, effectivement. Il a traduit Yurugu. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, là, je vous donne en fait la liste, enfin les ouvrages dont je me souviens. Hein. Bien sûr. De mémoire. Et voilà, c'est à peu près les ouvrages dont je me souviens en fait. Par rapport à cette liste, oui. Mais en tout cas, c'est vrai que déjà, c'est vrai que c'est important de... Parce qu'en fait, moi, par exemple, quand je choisis un livre, j'ai mon propre processus, quoi. Donc là, c'est-à-dire que j'essaie de regarder s'il y a d'autres écrits, si la personne a fait des interviews, parce que j'aime bien avoir aussi la voix de l'auteur des fois quand je lis. Mais vous, pour celui-là, vraiment, il vous est tombé dessus, quoi, en fin de compte. Quoi. En fin de compte, vous n'avez même pas eu le choix. Quoi. Voilà, parce qu'en fait, on avait, justement, comme je disais tout à l'heure, on avait l'exemplaire. Donc, vraiment, ça lui tombait bien, en fait. Et par ailleurs, j'aurais souhaité aussi mentionner ici le livre de... Je ne sais pas si vous avez pu le lire en anglais. Donc, c'est le livre du docteur Bobby Eugene Wright, The Psychopathic Racial Personality and Other Essays. Non. On l'a traduit en fait, hein. La personnalité raciale du psychopathe et autres essais. Waouh. Ça, c'est à voir. Ça, c'est vraiment... Bon, alors, on va se mettre... on va se caler un autre rendez-vous parce qu'il faudra que vous reveniez pour parler de... Ah oui, pour parler de celui-là, parce que là... Voilà, il faudra vraiment que vous reveniez pour qu'on puisse continuer la conversation parce que sur d'autres ouvrages que vous avez traduits. Donc voilà, c'est bien de ce qu'on disait et justement notre prochaine question, c'est justement quelle est l'importance donc de cette découverte ou redécouverte, surtout lorsqu'on sait donc la découverte par rapport à Stolen Legacy bien sûr, surtout lorsqu'on sait, qu'on se rappelle que le discours du président français prononcé à Dakar, justement à l'université de Cheikh Anta Diop notamment, où il déclare que le problème de l'Afrique, c'est que celle-ci n'est pas assez rentrée dans l'histoire. Donc, là, j'aimerais bien que vous puissiez développer en fait sur justement cette importance de connaître, de lire Stolen Legacy. Surtout que pour ne pas le nommer, Sarkozy, il dit pas que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire.
il dit que l'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire. Ce qui, je pense, c'est et puis quand on entend ça et puis qu'on lit un Stolen Legacy, je pense qu'il y a un problème quelque part, quoi. Donc oui, Exactement. comme Charlène disait, quelle est l'importance de connaître ce genre d'ouvrage, quoi. Enfin, c'est vraiment pour qu'on souligne bien quelle est cette importance pour nos auditeurs. Oui. Mais déjà, en fait, l'importance, justement, réside dans le fait que une fois qu'on sait qu'on a une histoire, on a l'estime de soi et on a conscience de l'apport de nos ancêtres, des Africains, en fait, sur le plan des sciences, sur le plan des arts, non, mais de l'astronomie, de l'astrologie. Par rapport à la déclaration de Sarkozy, Oui. l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Oui. À quel niveau ce livre répond à la fausse assertion de Sarkozy? Déjà, on a la preuve, en fait, avec Stolen Legacy, que l'Afrique a une histoire. Sa déclaration est nulle et non avenue, en fait. Elle n'a pas lieu d'être. À partir du moment où on connaît cette histoire-là, justement, d'où l'importance, d'où la nécessité pour nos enfants de connaître, justement, ce qui l'Afrique, de savoir qu'il y a une histoire ancestrale, ancienne, qui est là, et qui n'a pas été étudiée, qui n'a pas été apprise par nos enfants à l'école. Je ne sais pas si Théo peut développer aussi de ce côté-là. Oui, donc, en fait, ce qui est intéressant dans la démarche de James, c'est que James se base sur des sources, j'ai envie de dire, essentiellement européennes. Parce qu'il faut bien rappeler son background universitaire. En fait, James, c'est un helléniste, donc un spécialiste, un enseignant de la langue grecque, du grec ancien, et un latiniste. C'est pas un spécialiste des médounétaires, c'est-à-dire de la langue égyptienne ancienne. Donc, l'histoire qu'il nous narre et les références qu'il nous donne sont fondées sur les connaissances qui lui viennent des Grecs et des Latins. Et bien évidemment, étant lui-même d'ascendance africaine, eh bien, il a cette sensibilité qui veut chercher la place des Noirs dans l'histoire. Ce qui se rapproche du mouvement de l'afrocentricité et qui peut faire de lui un précurseur de l'afrocentricité. Comme Anténor Firmin, l'auteur de l'égalité des races humaines. Donc, ce qui est incroyable, c'est qu'avec la connaissance des écrits des Grecs anciens, on peut avoir un rendu tout à fait fidèle de l'histoire de l'humanité, en tout cas d'une partie de l'histoire de l'humanité, où l'Afrique comptait vraiment, puisque, comme des enfants terribles, nous dit Cheranta Diop dans certains de ses ouvrages, les Grecs de la période antique n'ont pas cessé de faire référence au savoir qu'ils avaient eu de par les Égyptiens et les Africains. Et donc, certes, dans le livre, George James nous dit que les Grecs ont usurpé la philosophie égyptienne, mais s'agit-il de tous les Grecs? Il s'agit essentiellement des Grecs, des étudiants de l'école d'Aristote. Par exemple, l'historien grec Hérodote, l'auteur de Histoire, qu'on traduit aussi par Enquête, dans le volume 2, c'est un historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ et qui visita l'Égypte au moment de l'occupation perse. Hérodote nous dit que les Grecs tout le panthéon grec est tiré des panthéons égyptiens. Il dit aussi que certains Grecs se sont attribués certains savoirs égyptiens, mais il ne va pas nous dire de qui il s'agit, mais il dit que certains Grecs ont déjà volé quelque part, se sont attribués des découvertes qui étaient le fait des Égyptiens. Donc Hérodote, lui-même grec, est plutôt honnête de ce côté-là. Isocrate aussi va nous dire pas mal de choses qui vont dans le même sens. Et donc,
ce qui est incroyable, c'est que sans se baser forcément sur une documentation directe africaine, en se basant sur les écrits des anciens Européens, l'affirmation de Sarkozy tombe à plat. Donc ça veut dire que Sarkozy est en contradiction avec les anciens Européens qui sont à l'origine de la culture européenne moderne. Donc Sarkozy apparaît vraiment comme une personne de mauvaise foi dans le meilleur des cas, ou comme une personne particulièrement ignare et obscurantiste, qui serait la seconde possibilité. Et aussi pour rebondir par rapport à ce que dit Ithéo sur l'origine de la connaissance scientifique moderne, il faut savoir que justement les Grecs se sont inspirés de la philosophie des mystères de l'Égypte antique en fait. Et ça, donc on a cette preuve dans Stolen Legacy. Quand George Ian James parle de la théologie memphite, qui est une inscription en fait sur une pierre qui contient donc la cosmologie, la théologie et la philosophie. Memphite, c'était la ville de Memphis en fait, et le nom c'était Men-Nefer. Le nom. D'accord. À savoir, la théologie en fait c'est l'étude des questions religieuses en fait qui est fondée sur les textes sacrés, les dogmes, les traditions. Et la cosmologie en fait c'est une branche de l'astrophysique en fait qui étudie l'origine de la nature, de la structure et de l'évolution de l'univers en fait. Et donc, dans Stolen Legacy, donc l'intérêt de la théologie memphite repose sur le fait qu'elle est vraiment une source d'autorité pour la philosophie, pour la cosmologie et pour la religion égyptienne. Et c'est vraiment la preuve de l'origine égyptienne de la philosophie grecque en fait. Et donc, pour donner les exemples, par exemple, dans Atum, le dieu soleil égyptien, c'est le logos d'Héraclite par exemple. Et c'est le démiurge de Platon. Et c'est le moteur immobile d'Aristote qui a créé donc les fameux 8 dieux à partir de son corps. Et donc il parle de 9 dieux qu'on appelle les Néades. Et c'est un phénomène qui est identique à l'hypothèse de la nébuleuse de Laplace, dans laquelle donc le Soleil, donc, qui est l'origine créée, qui crée en fait 8 autres planètes et se débarrasse de ces anneaux. En fait, c'est un peu c'est ce qu'il explique en fait, qui produit ainsi les 9 planètes principales qu'on retrouve en fait au sein de la croyance scientifique moderne. Et donc ils ont démontré donc dans les pages, donc dans Stolen Legacy également, que le dieu soleil, donc le nom Atum, le dieu soleil égyptien, c'est le même nom utilisé pour l'atome de la science. Voilà. Et aussi les propriétés de ces deux éléments sont les mêmes en fait. Exactement. Et donc toutes ces preuves offrent de grandes possibilités donc pour la recherche scientifique moderne. Exactement. Donc en fait, si j'ai bien compris, et pour que nos auditeurs puissent bien comprendre, en fait, tous ces éléments étaient reliés, quoi. Tous ces éléments spirituels, scientifiques, c'était en fait tous ces, parce qu'ils utilisent souvent le mot mystère. Donc tous ces mystères sont les fondements. C'est la philosophie en fait. Exactement. Voilà. C'est ce qu'ils appellent les Grecs, ce qu'ils sont nommés la philosophie, c'est le système des mystères égyptiens en fait. Ils ont carrément changé le nom en fait. Pour eux c'est la philosophie, mais pour nous c'est le système des mystères. En fait. D'accord. Donc en fait c'est un gros plagiat quoi. Si on parle rapidement, c'est un gros plagiat quoi. Exactement, oui. Wow. Tout à fait. Alors Théophile Obenga, dans ses analyses, Théophile Obenga c'est aussi un helléniste et un latiniste, je ne sais pas, probablement, parce que souvent ça va de pair. Je pense même que Théophile Obenga, qui est l'héritier de chez Anta Diop, qui a publié énormément de livres, Théophile Obenga, notamment un livre sur la géométrie égyptienne, et puis son grand livre, tous les grands livres de Théophile Obenga sont des grands livres, mais il y a notamment la philosophie africaine de la période pharaonique. Et donc, Théophile Obenga connaît bien évidemment aussi les Médounétaires, donc l'écriture ancienne égyptienne, et donc la langue égyptienne, le Sikam. Et dans un article qu'il avait publié dans la revue créée par Léopold Senghor, d'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'était en 1989, et le titre de cet article qu'on trouve d'ailleurs sur Internet, qui s'appelle « L'Égypte ancienne tutrice
de la Grèce de Thalès à Aristote. Mhm. Donc, Théophile Obenga, il ne va pas jusqu'à parler de plagiat. Ok. Mais il est plus prudent, mais finalement, les faits qu'il restitue nous permettent de penser qu'effectivement, les Grecs se sont fortement inspirés des Égyptiens, puisque, vu les contacts entre les deux nations, sachant que, comme je le disais, Khufu a créé donc la ville d'Athènes. D'ailleurs, dans la préface que j'ai écrite pour la version française de Stolen Legacy, donc l'héritage volé, dans la préface, je dis qu'il y a une étude génétique qui a été effectuée par une université, par des, comment dirais-je, une collaboration de chercheurs macédoniens de Grèce et d'Espagne, donc à notre époque, une étude génétique pour voir quels étaient les gènes des Grecs modernes. Voilà. Et ils ont trouvé une lointaine origine africaine, des gènes qui s'apparentent aux Africains subsahariens. Et donc, c'est une étude qui a été diligentée donc, par des autorités, comment dirais-je, espagnoles. Et donc, c'est quand même assez incroyable. Et aujourd'hui, on pourrait nous dire, oui, mais vous parlez de l'Égypte. L'Égypte, c'est pas l'Afrique. L'Égypte antique, c'est pas l'Afrique. Et là, je vais citer Volney. Volney, c'était un savant qui accompagna Napoléon lors de la conquête de l'Égypte et qui a publié un livre qui s'appelle Voyage en Syrie et en Égypte. C'était un grand orientaliste de l'époque. Et j'ai l'édition de 1807 sous les yeux. Il nous dit, en considérant le visage de beaucoup d'individus de cette race, donc il parle des Égyptiens, je lui ai trouvé un caractère particulier qui a fixé mon attention. Tous ont un ton de peau jaunâtre et fumeux, qui n'est ni grec ni arabe. Tous ont le visage bouffi, l'œil gonflé, le nez écrasé, la lèvre grosse, en un mot, une vraie figure de mulâtre. J'étais tenté de l'attribuer au climat. Donc il parle des individus égyptiens qu'il a rencontrés en Égypte. Oui. Donc, là on est en 1780. Il a fait plusieurs voyages en Égypte, je crois. En 1783, en 84 et 85. Et donc, il dit le fin mot de l'histoire, c'est quand j'ai été visiter le Sphinx. Il dit, en voyant cette tête caractérisée nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote où il dit, pour moi, j'estime que les Colches sont une colonie des Égyptiens parce que, comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Ah oui, pour moi, j'estime que les Colches sont une colonie des Égyptiens. Là, Volney, c'est une citation du grec Hérodote, parce que comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Et donc, quand Volney reprend son propre commentaire, Volney nous dit, c'est-à-dire que les anciens Égyptiens étaient de vrais nègres, de l'espèce de tous les naturels d'Afrique. Voilà. Et dès lors, on explique comment leur sang allié depuis plusieurs siècles à celui des Romains et des Grecs, donc à l'époque où Volney, donc en 1783, 84, etc., visite l'Égypte. Donc, on explique comment leur sang, allié depuis plusieurs générations à celui des Romains et des Grecs, a dû perdre l'intensité de sa première couleur en conservant cependant l'empreinte de son moule originel. Voilà. Donc, c'est clair. Donc, il s'agit bien d'Africains, qu'on qualifierait aujourd'hui de noirs. Quand on parle des Égyptiens, de l'Égypte antique et de l'essentiel des différentes dynasties qui se sont succédées depuis Narmer. Et jusqu'à preuve du contraire, l'Égypte est toujours située en Afrique. Donc l'Égypte, c'est pas l'Orient. Alors certes, à la fin de la grande période impériale pharaonique, il y a eu des invasions, bien sûr, ça on ne veut pas le nier. Il y a eu aussi des infiltrations plus ou moins sporadiques dans le delta à différentes époques.
mais le moule originel, il est essentiellement africain. Waouh. Donc moi, je pense que ça, c'est quand même... là, tu viens de lancer un pavé dans la mare. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, enfin, pour résumer très clairement, tu es en train de nous dire que ce sont des Noirs africains, des nègres, qui ont, si tu veux, donné l'éducation philosophique, théologique, mathématique, technique aux Grecs, les Grecs que nous on apprend, les Pythagore, les Thalès, tout ça. Tu es en train de me dire que qu'ils sont venus en Égypte ancienne, où habitaient des hommes africains, des Noirs, pour apprendre en fait la science. En fait, est-ce que c'est ça que tu es en train de nous dire très clairement? Oui, c'est ça. Eh ben moi, je trouve que ça c'est quand même quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Parce que moi, je m'en rappelle, quand je regardais, quand j'étais plus petit, il y avait les Astérix, là, quand ils allaient, si tu veux, en Égypte. Même quand j'étais plus jeune et qu'on nous montrait comment c'est les péplums qu'on appelle ça, là. Oui, Voilà, où ils nous montraient des Égyptiens qui ressemblaient à des Norvégiens, tu vois. Et là, en fait, tu es en train de me dire que non, quoi. Donc, moi, je pense que... Et même maintenant, et moi je pense que ça c'est ça la puissance en fait du livre Stolen Legacy, parce que quand même, je pense que déjà si en 2020, il y a des gens qui sont pas au courant de ça, en 1954, je pense que ça devait être encore beaucoup plus obscur qu'au niveau de l'information. Oui. Donc je trouve que c'est des informations extraordinaires dont on ne parle pas assez. Mais quel est, maintenant j'ai envie de savoir, quel est comment est-ce que je pourrais dire ça? Quelle est l'importance de savoir ou de connaître ce genre d'informations-là? Pourquoi est-ce que... parce que moi, je me dis, est-ce qu'on nous aurait menti? Est-ce qu'on nous aurait falsifié l'histoire? Que s'est-il passé, quoi? Pourquoi on nous cache ce genre d'informations-là, quoi? Mais, tu parlais tout à l'heure de ce que on t'a... des dessins... C'était des lectures que tu faisais. Mais moi, ça me fait penser à mes cours de mathématiques, que j'ai mes cours au Gabon, en fait, avec mon prof de maths, qui nous parlait du théorème de Pythagore, par exemple. En effet. Et bien, Pythagore a passé 22 ans en Égypte. C'est quand même long, hein? 22 ans de son existence, où il a été enseignant, enfin, il a appris auprès des prêtres kamites égyptiens. Enfin, kamites. Pendant 22 ans. Alors, si on avait appris, par exemple, on nous avait dit que Pythagore, son théorème, c'était pas son théorème, en fait. Le théorème existait 3000 ans avant. Je veux dire, depuis des millénaires, en fait. Voilà. Eh ben, ça aurait changé la donne, je veux dire. Moi, quand je voyais mes camarades de classe et tout, Pythagore, mais c'est pas son théorème. Et déjà là, moi, je pense qu'on aurait déjà... On serait fiers de ça. Enfin, je veux dire, ça change même ton existence, quoi. Ça change ton imaginaire, en fait. Et c'est un crime. Moi, je pense que c'est un crime. C'est totalement un crime culturel, quoi. Culturel, oui. Culturel, parce que on nous a carrément coupé de nos racines, en fait. Coupé de nos origines, qui auraient pu, donc, changer même la situation d'indigence du continent africain à l'heure actuelle. Bah oui, parce que tout ça... C'est des petits exemples comme ça, en fait, qui font que, ça peut changer l'existence d'un individu. On est bien d'accord, ça peut carrément changer l'existence d'un individu. Alors, c'est bien que vous nous parliez... Alors, on va revenir maintenant vraiment sur le sujet. Notre prochaine question. Charlène, si tu veux bien. Du coup, la prochaine question, en fait, c'est parce qu'on s'est aperçu que George James emploie beaucoup les termes nord-africains, justement, ou, bon, ancien égyptien, mais pas le mot kamite. Et par contre, dans votre traduction, en fait, ce que je voulais savoir, pourquoi est-ce que vous avez utilisé le nom kamite? Et surtout, ce serait bien de pouvoir donner à nos auditeurs qui, justement, ne connaissent pas, enfin ceux qui connaissent pas, quelle est la définition d'un kamite? Qu'est-ce qu'un kamite, en fait?
Alors, je vais laisser donc Iteru répondre à la question. Oui, alors Kamit, c'est un terme qu'on retrouve dans la langue Sikam, dans la langue qui était parlée par les Africains de la période pharaonique. Et donc c'est un terme qui, le hiéroglyphe s'écrit d'après Cheranta Diop, hein, avec un bout de charbon brûlé, qui évoque donc le fait de charbonner par combustion. Donc il y a ce bout de charbon brûlé, il y a le thé du féminin, et on peut écrire aussi le déterminatif de l'homme et de la femme. Et là, on voit bien qu'on parle du peuple. Et donc, Kemet, donc la nation noire, il faudrait traduire par la nation noire. On peut aussi ajouter le déterminatif du pays, qui est une forme de rond avec des intersections, des routes une intersection de routes, et qui signifie le pays. Les égyptologues eurocentristes disent que Kemet signifie la terre noire. Sauf qu'en langue égyptienne, il y a un mot pour dire la terre, c'est le mot ta. Et donc, quand on dit Kemet, il n'y a pas le déterminatif de la terre. Il n'y a pas, par exemple, qu'on retrouve dans le mot Sematawi, donc l'union des deux terres. On ne retrouve pas ça, en fait. Donc, on retrouve le déterminatif du pays. Donc, en fait, les égyptologues de mauvaise foi disent que c'est parce que c'est le limon du delta, donc qui rend la terre noire, et que ça n'a rien à voir avec la couleur de peau des habitants. Mais quand on regarde les dictionnaires d'Égyptiens pharaoniques, le mot Kemet, à un moment, nous montre un déterminatif avec un troupeau de bœufs, et on traduit, donc il y a le bout de charbon brûlé, etc., et puis on nous dit le troupeau noir. Et pourquoi, quand il y a le déterminatif de l'homme et de la femme, on ne nous dit pas qu'il s'agit d'une population noire? C'est là où on voit que c'est vraiment malhonnête. On voit que c'est vraiment malhonnête. Et puis pour ajouter aussi quelque part par rapport au choix du thème Kamit, c'est pour interpeller le lecteur en fait, parce que c'est une manière de montrer en fait qu'on se redéfinit par nous-mêmes en fait, qu'on n'a pas utilisé le terme noir, africain, parce que c'est une manière en fait, le Kamit en fait c'est la personne qui est consciente de son histoire ancienne en fait, et qui a étudié son histoire, et qui connaît l'origine de l'humanité, et qui sait ce que ses ancêtres ont apporté à l'humanité en fait. C'est cette personne qui est consciente de son histoire et de l'apport de l'Afrique dans l'histoire de l'humanité en fait. C'est ce qui désigne un Kamit en fait. Et c'était une manière d'interpeller le lecteur et pour l'amener justement à être conscient de ça en fait. Oui, ça c'est la définition du professeur René-Louis Parfait-Étilé. Il dit: j'appelle Kamit tout Africain conscient de son héritage culturel et de ce que ses ancêtres ont légué à l'humanité. Exactement. Et il appelle ce type d'Africain qu'on rencontre aujourd'hui, alors manifestement tous les deux vous l'êtes, il appelle ce genre d'Africain Kamit, le professeur Étilé. Et il enseigne notamment aussi les Médounétaires et l'histoire de Taméri, enfin de l'Égypte. Taméri, ça veut dire... Alors, on a traduit par moment dans le livre Égypte par Taméri et Égypte par Kemet. Taméri, ça veut dire en ancien égyptien le pays bien-aimé. Et puis par moment, pour que les lecteurs ne soient pas complètement perdus, par moment, on a laissé le mot Égypte. Et pourquoi nous avons pris cette décision? Certains pourraient dire, mais vous avez trahi le professeur James. En effet. En fait, quand on a traduit le livre, on l'a traduit pour les lecteurs de 2012. La première traduction, je l'ai sous les yeux, on l'a fait, enfin la première publication, c'était en 2012. Donc on a publié en 2012, et nous, on s'adressait aux lecteurs de 2012, et on a pensé d'une certaine façon que les lecteurs qui allaient s'intéresser à ce livre étaient des lecteurs
qui connaissait déjà les humanités classiques africaines. Et donc, on a décidé d'utiliser un mot que ces lecteurs employaient dans leur vie de tous les jours et dans leur militantisme. Il s'avère finalement, quand on regarde un peu sur Internet, que ce livre est aussi vendu par des gens qui ne sont pas du tout afrocentriques et qui ne sont pas forcément africains. Donc, il est aussi vendu par des grands libraires qui ne sont pas du tout africains. Les chrétiens, oui, la Procure, ou des gens comme ça, ou même la FNAC. C'est vendu sur Internet. Et donc, mais bon, si on veut se procurer aujourd'hui ce livre dans un cadre Kamit, c'est bien de se le procurer en passant par Afrocentricity International, notamment en allant commander chez Afrocentricity International France ou Afrocentricity International UK, puisqu'il y a aussi une section qui se trouve à Londres. Ok. Mais je pense que ça, c'est une très belle définition parce qu'on a besoin de poser des définitions sur certains termes. Parce que moi, je me rappelle que j'avais eu une conversation avec un frère, c'était il y a déjà quelques années. Bon, c'est un frère qui est dans le gospel, des trucs comme ça, tu vois. Donc quand on parlait, on avait quand même un clash de vision du monde, en fait, tu vois. Et au bout de la conversation, au bout d'1 heure de conversation, il me dit, mais au fait, est-ce que tu connais les Kamites? Bon, j'ai un peu explosé de rire après la conversation d'1 heure qu'on a vue. Je lui ai dit, mais t'aurais dû commencer par là, quoi, tu vois. Et ce qui m'amène justement à ma prochaine question, c'est que est-ce que être Kamite, c'est inné ou est-ce qu'on le devient, quoi? Et si vous pouvez tous les deux élaborer là-dessus, même en parlant de vous-même, quoi, parce que manifestement, vous êtes des Kamites aussi, quoi. Hein, je pense que c'est très clair. Donc, est-ce que, parce que moi, je sais que moi, je ne suis pas né comme ça. C'est quelque chose que j'ai découvert. Donc, moi, j'aimerais que vous nous donniez un peu votre ressenti par rapport à ça, quoi. Oui, en fait, c'est une bonne question. Hein. C'est une très bonne question. Dans la mesure où elle me parle vraiment, parce qu'elle me rappelle mon cheminement, en fait. C'est vrai qu'on est africain, hein, mais on devient Kamite, en fait, à mon avis. Pourquoi on devient Kamite? Parce que c'est pas parce qu'on est né en Afrique, qu'on est né, voilà, que ce soit même qu'on fasse partie de la diaspora, qu'on est automatiquement Kamite. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Kamite, c'est quelqu'un qui a justement... ça nous renvoie même vers la définition du sèche moléfiquité à santé des différents niveaux de conscience, en fait. C'est-à-dire que le fait de devenir, on le devient, en fait, on devient Kamite au fil de son expérience personnelle ou de sa naissance ou des personnes qu'on peut rencontrer. Parce que le moléfiquité à santé définit 5 niveaux de conscience, en fait. On peut déjà, dans un premier niveau, savoir qu'on est noir. On a la conscience de la couleur de notre peau. Et ça se trouve en fait dans l'afrocentricité du docteur moléfiquité à santé. Donc le niveau de conscience, donc on est conscient du fait qu'on est noir, c'est une conscience, une reconnaissance épidermique en fait, de naître, enfin d'être Kamite, de devenir Kamite en fait. Donc selon le docteur moléfiquité à santé, il y a plusieurs niveaux. Hein, et moi je vois aussi par rapport à mon expérience personnelle que ça s'est étalé sur plusieurs années en fait. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux, d'après le docteur moléfiquité à santé. Il y a la conscience du fait qu'on est noir, donc c'est une conscience épidermique. C'est parce qu'on reconnaît qu'on a la peau noire, donc son héritage est noir, et on ne va pas plus loin. Ça c'est le premier niveau en fait. Et le deuxième niveau, c'est quand on reconnaît donc son environnement. Donc par rapport à l'individu qui est concerné, il reconnaît que son environnement dénote donc son identité noire, par exemple, par des actes de discrimination, par des abus, par exemple. Ça, c'est le deuxième niveau. Il reconnaît donc qu'il y a un racisme, par exemple. Et le troisième niveau, c'est la conscience de sa personnalité. Par exemple, il peut dire que j'aime la musique des Noirs, j'aime la cuisine africaine, j'aime les vêtements africains. Ça, c'est le troisième niveau, en fait. Mais c'est pas l'afrocentricité encore, on n'y est pas. Hein.
Mhm. Alors, le quatrième niveau, c'est celui de l'intérêt et de la préoccupation de l'individu peut avoir. Donc, il va donc intégrer les niveaux précédents, les 3 niveaux précédents. Il va donc commencer à manifester l'intérêt et sa préoccupation au problème des Noirs, en fait, des Africains. Donc, c'est une forme de conscience, en fait, qu'il amène petit à petit. Hein. Oui. Donc, il va plus d'intelligence petit à petit, face au problème des Africains. Donc, mais là aussi, il lui manque l'afrocentricité toujours, en fait. Ok. Il n'est pas encore engagé. Donc, là, en fait, le 5e niveau, c'est le niveau de la conscience afrocentrique. Ok. C'est le 5e niveau. Mhm. Donc, c'est l'individu qui va émerger, qui est totalement changé, en fait, et qui accède à un niveau d'engagement conscient. Il s'engage dans la lutte, donc pour la libération de son esprit, en fait. Exactement. Donc, ça s'accompagne aussi du changement du nom. Enfin, il va plus, quand on va le voir, il respire l'afrocentricité sur son visage, Mhm. dans sa attitude, de son état d'esprit, sa façon de marcher, son habillement. Donc, c'est tout ça, en fait. C'est ça. Donc en fait, c'est pour reprendre une expression religieuse, c'est un chemin de croix en fait, quoi. Oui, Ah, de c'est ça. quoi Oh là là. Ça montre une souffrance. Non, ça Bon, donc, alors c'est un chemin de, on va dire, c'est un chemin de croix en C alors, hein. En même temps, c'est un chemin de croix. Je vois ce que tu veux dire, parce que c'est pas facile d'être afrocentre, d'être justement kamite, hein. Mhm. Parce qu'on reçoit des attaques même de ses propres frères. Hein. Mais Ah, voilà, oui. alors quels sont justement ces challenges, quoi, parce que moi je trouve Tout que à fait. c'est vraiment intéressant parce qu'on se retrouve maintenant c'est un combat ou un parcours, j'ai envie de dire, idéologique et identitaire aussi, quoi, hein. Moi, je pense pas que ce soit un chemin de croix. Mhm. Je pense qu'en fait, il y a un mélange de difficile et de facile. Mhm. Difficile parce que de toute façon, on est programmé pour s'autodétruire. C'est pas gay, hein, ce que j'ai dit. C'est la vérité. Non, Non, mais c'est vrai, on est- programmer, c'est exactement le mot. C'est le C'est mot, exactement ouais. le mot programmer. Mais on est programmé pour s'autodétruire en tant qu'Africain. Pourquoi je dis programmé? On est programmé par les institutions que sont l'école, Mhm. l'église, Mhm. les médias, que certains appellent aujourd'hui merdia. C'est un néologisme que j'adore parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Ah, On ah. parle des médias mainstream. Donc, on est programmé pour s'autodétruire, mais les ancêtres veillent au grain. Et il y a aussi, en fait, l'être humain a une pulsion de vie. Donc, cette pulsion de vie fait en sorte que on a une sorte de boussole interne Mhm. qui nous oriente pour renaître perpétuellement, affronter l'adversité et chercher le bien-être, plus ou moins confusément. Et c'est pour ça que c'est pas un chemin de croix, mais c'est un labyrinthe. Et qui peut nous aider à trouver la sortie du labyrinthe? Mhm. Ce sont les ancêtres. Ah. Et c'est pour ça que on est souvent en pilotage automatique des ancêtres. Mhm. Donc nous sommes une sorte de vaisseau spatial. Hein. Et qui pilote le vaisseau? Ce sont les ancêtres. Et heureusement, parce que sans eux, nous ne pourrions pas y arriver. Ce qui fait que le miracle de la Renaissance kamite, c'est que malgré toutes ces forces obscures dirigées contre nous, nous arrivons plus ou moins à renaître. Donc si on garde ça à l'esprit, on sera quand même beaucoup plus positif qu'autre chose. En effet, en effet. Donc, c'est quand même un message puissant, tu vois. Je pense que ce que tu viens de dire, c'est étonnamment puissant. Mais par quel biais est-ce qu'on peut se reconnecter justement avec ce que les ancêtres nous ont légué? Parce que c'est vrai que, par exemple, tu as parlé des Médounétaires, tu vois. Mais les Médounétaires, aujourd'hui, si tu vas dans la rue, tu demandes à 100 personnes, est-ce que vous connaissez les Médounétaires? Je pense qu'un bon pourcentage vont dire que non, nous, on ne connaît pas. Et même parmi ceux qui connaissent, qui savent, ok, les Médounétaires, c'est
bon, ce qu'on appelle les hiéroglyphes, quoi. Maintenant, les hiéroglyphes, il faut les déchiffrer, quoi. Donc, donc comment est-ce que c'est la seule voie alors à ce moment-là, ou est-ce qu'il y a d'autres voies pour y arriver? Pas du tout. Pas du tout. Et moi d'ailleurs, je suis pas spécialiste des médounétaires. Hein, donc je dirais pas que je connais pas les médounétaires parce que si je connais un peu parce que j'ai fait une petite initiation aux médounétaires, mais elle est vraiment j'ai pas trop poursuivi ensuite. J'ai pas eu la patience. Mais j'ai quand même quelques petites bases, mais qui sont vraiment, comment dirais-je, vraiment basiques, hein, embryonnaires, mais qui sont suffisantes pour ne pas me faire rouler dans la farine par les falsificateurs. Okay. Mais je dirais pas que je connais les médounétaires, ce serait une escroquerie, c'est pas vrai. Donc c'est important aussi pour ceux qui veulent creuser de connaître les médounétaires, bien sûr. Donc je précise quand même que médounétaire, ça veut dire parole du démiurge. Hein. C'est ça que ça veut dire, parole du démiurge. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre quelles sont les autres voies, si tu veux, tu vois, parce que bon... les autres voies, c'est très simple, parce que moi, la première fois que j'ai pensé qu'il existait une philosophie africaine, c'était bien avant de lire George James. J'étais encore en Afrique et j'avais lu le livre Les Bantous de Théophile Obenga. Et donc, il y avait un passage où il parlait de la vision bantoue du monde. C'est surtout un livre de linguistique par rapport à nos langues vivantes africaines et par rapport à nos traditions. C'est un livre exceptionnel. Et donc, quand il parlait de la vision bantoue du monde, je dis, voilà, les Africains, ils ont cette philosophie. Pour moi, vision bantoue du monde, ça voulait dire philosophie. Et donc... quand on étudie aussi le livre de George James, on s'aperçoit que l'initiation, c'était quelque chose qui existait durant la période pharaonique, mais qui n'existait pas d'ailleurs que chez les Kamites, mais en l'occurrence, il s'agit des Kamites, et que ce processus, on le retrouve aujourd'hui encore en Afrique, et une vérité essentielle qui permet de garder la confiance, c'est quand on apprend, notamment dans le récit de la mort de Socrate, que Socrate savait qu'il allait mourir. Et ça, il en parle, James. Socrate savait qu'il allait mourir. Et donc, parce qu'il était condamné à mort par le tribunal athénien. Et donc, ses amis voulaient le faire évader, mais lui... il se satisfaisait de sa situation et il n'avait pas du tout peur de mourir parce qu'il savait qu'il existait une vie après la mort. Et donc, aujourd'hui encore, dans le monde, il y a des gens qui s'intéressent à cette question de la vie après la mort et j'ai l'impression que les Africains sont experts dans le monde des esprits parce qu'ils en ont fait une science et que les autres communautés, par moments, redécouvrent ça. Et plus ou moins brillamment, mais les Africains en ont fait carrément une science. Et ça transparaît dans le livre Solène Legacy. Et justement, les initiations à certaines confréries qu'on trouve en Afrique centrale ou même en Afrique de l'Ouest nous permettent d'être en contact avec toutes les composantes de notre personnalité. Il y a les entités aquatiques, il y a les entités terrestres, il y a les entités du feu, etc. Et de l'air. Il faut être en contact avec toutes les composantes de notre personnalité et ça nous permet de résister à nos ennemis qui nous veulent du mal. Pas forcément des Européens aussi dans le monde spirituel. Ça nous permet aussi de nous réaliser par rapport à nos projets professionnels et privés et de trouver un épanouissement. Et ça nous permet aussi de nous réconcilier avec la partie éternelle de notre être. Et ça, en matière de développement personnel, c'est hyper important ici et maintenant. Et pour rebondir aussi par rapport à concrètement ce qu'on peut faire, en fait, il faut savoir qu'il y a des frères, en fait, qui reviennent, qui essaient, il y a même des cours, en fait, qui sont dispensés en ligne, des cours de langue. Donc, que ce soit le Kikongo, que ce soit ma fille, par exemple,
elle est avec son ami, il est de la RDC, la République démocratique du Congo. Donc là aussi, il y a des pratiques qui se font au niveau de la méditation, du retour justement, comme disait Iterou, vers des initiations, des initiations. Alors comment est-ce qu'on peut entretenir sa spiritualité, comment est-ce qu'on peut... Parce que c'est toute une science, hein, quelque part, hein, c'est une science qu'il faut connaître, mais c'est vrai que le fait justement d'essayer peut-être de suivre des cours de langue et de comprendre ces langues-là, et c'est déjà un pas vers un retour vers soi-même, en fait, vers ses origines. On est bien d'accord. C'est un début, hein. C'est un début, hein. J'ai l'impression en tout cas que justement quand les Européens donc, qui sont venus en Afrique, parmi ce qu'ils nous ont fait en fait, c'était de nous empêcher de parler nos langues, de maudire, enfin pas maudire, mais de dire que notre spiritualité était en fait mauvaise, en fait nous coupe. C'était une sorte Enfin, on comprend pourquoi est-ce qu'ils ont essayé de nous couper de ces racines-là, vu que maintenant, notre génération est obligée de retourner vers ça. Alors et justement, ils nous ont programmés complètement, ils nous ont aliénés. Tout à fait. Tout à fait. Cette histoire de programmation, c'est effectivement le cas. Et on le voit bien dans le livre qu'on a traduit justement, The Psychopathic Racial Personality de Bobby Eugene Wright. Il faut que je lise ce livre. Il explique justement comment on a été dressé en fait, programmé pour être ce qu'on est devenu en fait. C'est-à-dire que c'est le menticide. C'est ce qu'il a dénommé le menticide. Le menticide, ok. Oui. Le menticide, c'est la destruction de l'esprit d'un peuple dans le but d'exploiter ce peuple ou de le faire disparaître physiquement à terme. Wow. Et dans notre... Donc, alors, attends, excuse-moi, Iterou, là, tu viens de lancer une bombe, il là. faut redonner la définition Non, là, à nouveau, là, tu viens de lancer une bombe, là, dans la mare. Tu parles de destruction physique. Là, tu as parlé de destruction, donc on parle... oui, parce que le menticide, je répète, c'est la destruction de l'âme d'un peuple par l'imposition de modèles étrangers en se basant sur des institutions qui vont favoriser la pensée carnassière, la pensée comment dirais-je, impérialiste et destructrice. Et dans ce cas, c'est l'éducation, les programmes éducatifs, le christianisme, l'islam. C'est des armes en fait de les médias. Oui, tout à fait. C'est toutes ces armes-là qui nous ont endoctrinés en fait. Certaines sociétés secrètes aussi, il faut bien le dire, qui favorisent l'eurocentrisme et qui favorisent le complexe d'infériorité. Ce faisant, en fait, en conséquence, on adore les divinités extérieures en fait. On est carrément endoctriné dans ce sens-là. On va adorer l'intelligence grecque au détriment de l'intelligence africaine. Mais ça, je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est extraordinaire. Et c'est vraiment, déjà, merci encore une fois d'échanger avec nous. Et en fait, là, vraiment, vous mettez de l'eau dans mon moulin parce que si tu veux, on a beaucoup, avec ma femme, on a beaucoup discuté par rapport au nom, par exemple, du podcast. Le podcast s'appelle « Lire ou mourir ». Tu vois, on a trébuché sur d'autres noms, mais finalement, on a dit « lire ou mourir », tu vois. Et moi, il me semble que c'est Malcolm X qui avait dit « Si tu veux cacher quelque chose à un noir, écris-le dans un livre ». Tu vois. Donc, depuis tout à l'heure, c'est vrai, et c'est pour ça que j'ai dit aux auditeurs, prenez vos cahiers, prenez vos stylos et prenez des notes. Parce que là, depuis tout à l'heure, vous nous donnez de références vraiment exquises, j'ai envie de dire, tu vois. Et alors, maintenant, je vais poser une question, c'est un peu plus un ressenti que j'ai moi. Mais j'ai l'impression que nous ne lisons pas assez, ou que quand on lit, on préfère lire comment dirais-je, ça revient à ce que tu disais, c'est-à-dire les œuvres de Descartes, les œuvres qui sont très bien, il y a rien de mal avec ça. Mais si tu prends si tu prends 100 noirs qui lisent, les références qu'ils vont donner, c'est pour ça que j'insiste encore sur les références, ça va plutôt être des références, comment est-ce qu'on va dire, eurocentrées, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc, par quel biais est-ce que
Bon, moi déjà, je pense que le livre de George M. James, donc Stolen Legacy, c'est vraiment c'est un édifice. Pourtant, c'est un petit livre, hein, il fait peut-être 160 pages, c'est un édifice. Mais comment, je dirais, donner l'envie à nos populations de lire ces livres, quoi? Par quel biais est-ce qu'on peut vulgariser ces ouvrages pour que demain, quand on demande à un gamin qu'on lui parle du théorème de Pythagore, qu'il sache que Pythagore, en fait, compte, était un usurpateur, quoi. Ça ne vient pas de Pythagore. Alors, usurpateur, peut-être pas, parce que Pythagore n'a pas prétendu avoir tout inventé. Hein. Pythagore, il fait partie des présocratiques, donc c'était avant Socrate. Et d'après un autre chercheur africain, Iyet Baïka Bilédé Likadé Lijob, il dit en fait que Pythagore était très apprécié des Kamites, des Égyptiens, et qu'il était patient et qu'il était vertueux. Oui, l'auteur c'est Yété Baïka Biédé Ilikale Lijob. Je suis désolé pour la prononciation. Je parle pas la langue bassa. Et donc, peut-être que l'un d'entre vous la parle, d'ailleurs. Non, malheureusement, non. Mais bon, on trouvera les références et je ferai en sorte de les mettre en description. Voilà, et donc ce livre s'appelle « Sur l'origine de la philosophie, le miracle grec, mythe et réalité ». Et donc, dans cet ouvrage, l'auteur, Yété Baïka, dit que Pythagore était très apprécié des Égyptiens. Le problème est venu bien après, c'est-à-dire avec Aristote, et surtout avec les étudiants de l'école d'Aristote qui, selon George James, ont usurpé la philosophie égyptienne. Et donc, comment faire en sorte que tout ce savoir soit accessible et qu'on arrête de faire du livre la chose du blanc? Voilà, exactement. Le livre, ce n'est pas la chose du blanc, sachant que le livre le plus ancien au monde, c'est le papyrus Pris, qui est donc un exemplaire se trouve à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, et c'est le livre le plus ancien du monde, et c'est un livre africain. Donc c'est un livre kamite. Et donc les Africains ont toujours écrit, les Africains ont toujours aimé les livres. Et donc aujourd'hui, on veut faire du livre la chose du blanc, ce qui est complètement faux. C'est complètement erroné. Je ne rejoindrai pas le clan des Kamites qui disent qu'il ne faut lire aucun livre écrit par un Européen. Non, pas du tout. Non, mais il y a des gens qui disent ça sur Facebook, qu'il faut lire aucun livre écrit par un Européen. Donc, mais quand on lit Cheranta Diop, il cite beaucoup d'auteurs européens. Quand on lit Amama Zama, elle cite aussi des auteurs européens, donc dans l'impératif afrocentrique. Mais il faut lire aussi, et surtout les auteurs africains, il faut tout lire, il faut avoir cette curiosité intellectuelle dont parlait Marcus Garvey, qui était pourtant un homme de terrain. Marcus Garvey, c'était un entrepreneur, c'était un organisateur associatif, c'était un homme politique, on peut le dire, mais c'était aussi un homme qui adorait les livres et qui faisait la promotion du savoir et des livres. Et c'était un lecteur compulsif, Marcus Garvey. Et donc il faut faire sortir le livre des bibliothèques, il faut que le livre devienne un instrument comme le smartphone. En effet. Un instrument qui soit comme le smartphone. Donc, Africamat, on avait un frère qui venait au cours, c'est le frère Ndinga, et il venait toujours avec le livre Nation Nègre et Culture dans sa main. Et on avait l'impression qu'il était né avec Nation Nègre et Culture dans la main, parce que Nation Nègre et Culture, c'était le prolongement de sa main. Ouais. Et en fait, tout à l'heure, avant de préparer l'émission, j'ai relu certains passages de l'héritage volé que j'ai redécouvert. Et j'ai redécouvert la grande richesse de ce livre. Et un livre,
comme celui-là ou comme d'autres, mais notamment comme celui-là, c'est comme Internet. Exactement. C'est des réseaux qui se rencontrent et qui s'enchevêtrent. Exactement. Et justement, le livre de George James nous met en contact avec d'autres savoirs, avec, par exemple, Vie et doctrine des philosophes illustres de comment il s'appelle, le philosophe grec de l'Antiquité, le chercheur de Diogène Laërce. Ça nous met en contact aussi avec les recherches de Cher Antadiop dans Ténor Firmin. Et on apprend exactement beaucoup de choses. Et ça nous met en rapport aussi avec des questionnements qui sont des questionnements d'aujourd'hui, à savoir le sens de notre vie sur Terre, le développement personnel, le savoir ésotérique et les relations interraciales. Donc je pense que c'est du concret et le livre n'est pas un objet poussiéreux qui ne sert à rien, c'est faux. C'est vrai. Je suis vraiment d'accord avec toi parce que moi j'avais lu le livre je crois que c'était il y a 8-9 ans, ou peut-être, en tout cas une dizaine d'années, tu vois. Et justement, je l'ai relu là, dernièrement. Et en fait, je l'ai redécouvert, en fait. Et en le relisant, et puis bien entendu, entre maintenant et il y a 10 ans, j'ai aussi appris d'autres choses, mon esprit s'est ouvert, etc., etc. Ce qui fait que même la relecture était beaucoup plus... je l'ai beaucoup plus apprécié, en fin de compte. Je l'ai beaucoup plus apprécié. J'ai l'impression que c'est comme si que mes neurones, ils connectaient mes neurones ensemble, en fin de compte, quoi, tu vois. C'est-à-dire que c'était vraiment c'était un moment pratiquement de redécouverte de moi-même, quoi, en fait. Et, tu vois. Exactement. Et moi, c'est ça que j'essaie de faire à travers ce podcast et essayer de mettre en avant l'importance de lire. Et voilà. Et c'est pour ça que je trouve que ce travail de traduction, je trouve qu'il est vraiment... il est inestimable, en fin de compte. Parce que, et comme tu disais tout à l'heure par rapport... Oui, on n'a pas besoin... On ne doit pas que lire des auteurs africains ou noirs ou afrodescendants, peu importe. Parce que vraiment, moi, comme je dis, à chaque fois que je parle de ce livre, c'est, entre guillemets, tout le monde qui me demande est-ce qu'il y a une traduction de ce livre, quoi. C'est-à-dire que ça intéresse les gens. Ce que je veux dire, c'est que même un blanc, un breton, je sais pas moi, un basque qui va voir ce livre, ça va l'intéresser parce que à lui aussi, on lui aurait menti, ça veut dire, en fin de compte. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, le livre, c'est comme un smartphone, c'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose qui permet à l'être humain de faire sa mise à jour, quoi, en quelque sorte, quoi. Donc voilà, et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très important de faire la promotion, justement, de ces livres. Et il y a un autre aspect du livre de George James, c'est qu'il est très bien écrit, avec un style qui est simple et musical. C'est un style qui est simple et musical, qui nous permet... Et d'autre part, il pratique le genre de la répétition de façon... vous avez remarqué qu'à la fin du livre, il y a une sorte de résumé de toutes les thèses qu'il présente. Et à la fin, encore, il y a le résumé du résumé. Exactement, exactement. Ce qui fait qu'il répète plusieurs fois la même chose. Et il ne faut pas, quand on voit un gros bouquin comme ça, il ne faut pas... et qu'on est peu familier de ce genre d'études, il ne faut pas se jeter dessus en prétendant tout lire en une nuit. Exactement. Il faut être capable d'aller directement à l'introduction. Bon, alors moi, j'ai ajouté quelque chose dans notre traduction, puisque j'ai fait une préface, donc où j'ai planté le décor par rapport aux recherches qui ont lieu actuellement. Mais déjà, James avait facilité le travail du lecteur parce qu'il a fait une introduction, on retrouve tout l'essentiel. Dans toute l'introduction, il plante le décor. D'ailleurs, je ne peux pas résister au désir de vous lire une partie de l'introduction. N'hésite pas, n'hésite pas. Non pas de ma préface, ça c'est moins important, mais il faut rendre hommage à James. Oui, là on fait parler James, quoi. Oui, alors tout d'abord le premier paragraphe. Les principes fondamentaux de la philosophie grecque, introduction. Tout d'abord, le terme philosophie grecque repose sur un malentendu, car une telle philosophie n'existe nulle part.
les Égyptiens anciens avaient développé un système religieux très complexe appelé l'émissaire. C'était le premier système instaurant la notion de purification de l'âme. Le corps humain était considéré comme étant une prison de l'âme. Celle-ci pouvait se libérer de son enveloppe charnelle par le biais de disciplines telles que les arts et les sciences. Grâce à l'initiation au mystère, il s'agissait de passer du statut de simple mortel pour ensuite ambitionner de fusionner avec Dieu. C'était le principe du souverain bien auquel tout être humain devait aspirer. Voilà l'enjeu. Non, je suis obligé Voilà d'applaudir. l'enjeu. Parce que moi, quand j'écoute ça, tu vois, à titre personnel, tu vois, moi, quand j'entends ça, ça veut dire que ça me met... C'est comme l'étincelle, quoi, tu vois, c'est oui, c'est le démarrage d'un feu de brousse, quoi. C'est une étincelle vraiment qui... Ça met du baume au cœur, ça résonne à l'intérieur de moi, quoi. J'ai l'impression que toutes mes cellules, elles frémissent, quoi, tu vois. Tu peux... ouais. Tu vois. Donc, c'est ça l'importance, je pense. Et tu peux lire un extrait aussi. Il y a aussi un extrait au début du livre, en fait, qui me paraît vraiment, c'est très beau. Hein. Oui, s'il te plaît, n'hésite pas, parce que moi, je suis friand de ça, quoi. On Ça écoute. rejoint, en fait, ça rejoint, en fait, la première question, en fait, par rapport au but de ce livre, en fait. Et donc, on peut le trouver en début, justement, au début de la traduction. Ça, ce sont les mots de George M. James, hein, qui dit donc le but de ce livre a pour but d'établir de meilleures relations raciales dans le monde en révélant une vérité fondamentale concernant la contribution du continent africain à la civilisation. On doit avoir présent à l'esprit que la première leçon des humanités est d'informer un peuple au sujet de ses contributions à la civilisation, et la seconde leçon consiste à l'informer au sujet des autres civilisations. Cette diffusion de la vérité à propos de la civilisation des peuples favorise une compréhension mutuelle et permet une évaluation réciproque des qualités de chacune de ces nations. Cette idée prend sa source dans la notion de l'esprit du grand maître. Connaissez la vérité et la vérité vous libérera. Ainsi, ce livre a pour objectif de démontrer que les véritables auteurs de la philosophie grecque n'étaient pas les Grecs, mais le peuple africain, plus connu sous le nom d'Égyptiens, et le prestige et l'honneur dont bénéficie le peuple grec de l'Antiquité appartiennent au peuple de la vallée du Nil et par voie de conséquence à tout le continent africain. Ainsi, ce vol de l'héritage kémite par les Grecs est à l'origine d'une vision communément admise au niveau mondial selon laquelle le continent noir n'aurait contribué en aucune manière à l'édification de la civilisation, les Africains étant de toute façon arriérés. Cette distorsion au niveau de l'image constitue le socle sur lequel repose le préjugé racial qui affecte tous les Noirs. Pendant des siècles, le monde a été mené en bateau à propos de la source originelle des arts et des sciences. Pendant des siècles, Socrate, Platon et Aristote ont été faussement déifiés en tant que modèles incarnant l'intelligence suprême. Et pendant des siècles, le continent africain a été appelé le continent obscur, parce que l'Europe désirait ardemment avoir l'honneur de transmettre au monde les arts et les sciences. Je suis heureux d'être en position de pouvoir transmettre cette information au monde, de façon à ce que, d'une part, toutes les races et toutes les écoles de pensée puissent connaître la vérité et se libérer de ces préjugés qui ont corrompu les relations humaines, et d'autre part, afin que les personnes d'origine africaine puissent s'émanciper de leur servage et s'affranchir de leur complexe d'infériorité. Ce faisant, elles pourront rentrer dans une nouvelle ère de liberté, dans laquelle elles auront le sentiment d'être libres, c'est-à-dire de disposer de droits authentiques et de réels privilèges. Voilà en fait. Là, j'ai la chair de poule, hein, juste comme ça, hein, tu vois. Non, mais voilà. Donc, et en fait, c'est exactement... ben voilà, quoi. Je pense que faire une traduction... Voilà l'importance, en fait, de la traduction, en fait. Voilà exactement l'importance de la traduction. Et c'est pour ça que c'est-à-dire que je pense que même les gens, quand des fois, ils demandent s'il y a une traduction, c'est parce que c'est comme si qu'ils étaient attirés, en fait,
c'est comme s'ils étaient attirés, c'est comme un bout de fer et un aimant, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent que ils vont pas ressortir de la même manière dont ils sont rentrés dans cette lecture. C'est-à-dire tu commences la lecture, tu sais pas à quoi t'attendre, et puis tu tombes sur des bombes atomiques comme ça, et ça te fait repenser en fait toute ton existence en fin de compte. Voilà. Ça te fait repenser toute ton existence. Et ça revient au connais-toi toi-même, quoi. C'est-à-dire que le livre, c'est vraiment, c'est un outil, c'est comme un médicament, quoi. Hein. C'est quelque chose qui peut soigner les psychoses dont nous pouvons souffrir, quoi. Hein. Et je pense que George James a fait un travail qui est fabuleux. Et je pense même que votre traduction est fabuleuse. Et je pense que c'est vraiment tout le mérite est pour vous d'avoir retranscrit la parole de cette entrée d'homme J.M. James qui a fait un travail d'émancipation, comme dit Bob Marley, emancipate yourself from mental slavery. Exactement. C'est l'émancipation, parce qu'il y a l'esclavage physique où on nous met des chaînes aux pieds, au cou, etc. Mais l'esclavage mental est, je dirais, beaucoup plus monstrueux que cet esclavage physique. Et je dirais que que George J.M. James et Stolen Legacy, c'est vraiment un médicament contre cette maladie qui est l'esclavage mental, quoi. Hein. Et c'est pour ça que moi, j'ai trouvé qu'il fallait absolument qu'on discute de ce livre, parce que c'est vraiment un livre qui est, oui, émancipateur à tous les niveaux. Et qu'on en parle en premier, surtout parce que ça rejoint bien le thème du podcast. Le thème du podcast et le nom du podcast qui est Lire ou mourir. Mourir, c'est excellent. C'est excellent. Vous permettez justement à tout ce peuple, enfin toutes ces personnes qui parlent, donc qui sont francophones et qui n'avaient pas accès à cette information, déjà d'ouvrir et d'ouvrir, de s'ouvrir vers cet autre, pas autre monde, mais ce monde qu'ils ne connaissaient pas et qui est en eux et qui est hyper important pour leur devenir et le devenir des générations et des générations d'après. Donc on vous remercie énormément parce que là, par exemple, même moi je le vois par rapport avec nos filles, c'est quelque chose que là, bon, elles sont encore petites, mais il y a beaucoup de choses dont vous parlez et que c'est vrai, on parle anglais, mais c'est bien de l'avoir, d'avoir la vision en fait dans ce langage avec lequel finalement on est né. Et je me demande même comment ce serait si on pouvait avoir traduit ce livre dans une langue africaine qui devrait nous être encore plus innée, vu qu'elle parlerait, je sais pas si ça a du sens, mais elle parlerait comme le battement de nos cœurs, comme ce que nous sommes, mais ce que nous sommes depuis les origines en fait. Elle parlerait notre langage, comment dire, inné, quoi. Oui. Tout à fait. Donc, franchement, merci beaucoup. Ça fait du bien, ça fait du bien. C'est nous qui vous remercions parce que ça fait vraiment plaisir de voir des personnes comme vous qui s'intéressent à ces sujets-là et qui ont pris la peine de venir vers nous pour qu'on en parle, en fait. Moi, je trouve ça, c'est génial, c'est un honneur. Oui, c'est une démarche altruiste et puis voilà, quoi. Nous, en général, quand on fait des choses comme ça, c'est aussi pour nos enfants. Dans le sens où, par exemple, moi, je fais des vidéos sur Internet. Et pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à lire très tard. Et moi, j'aime bien, des fois, j'achète un livre juste parce que quelqu'un m'a parlé d'un livre. Et en fin de compte, moi, je souhaite parler de livres de la manière dont j'aurais aimé qu'on m'en parle. De manière décomplexée, de manière relax, sans mettre de barrière, entre guillemets, intellectuelle, quoi. Et voilà en fait le leitmotiv, quoi, hein, si vous voulez. Hein. Mais en tout cas, là c'était la première émission. Il faudra absolument que vous reveniez. Donc là, je vous prends au mot là, pendant que vous êtes en live. Vous promettez-nous de revenir. Oui, on veut une déclaration solennelle. Voilà, faites-nous une déclaration solennelle. Il faudra absolument revenir. Avec plaisir, avec grand plaisir. Avec plaisir. Et je rappelle que nous étions là en tant qu'artisans. Et les traducteurs sont des artisans. Et le grand maître
En l'occurrence, le grand chercheur dont nous avons parlé aujourd'hui et dont nous avons restitué le savoir et on a essayé de le contextualiser, c'est bien évidemment George M. James, Bien entendu. ce Guyanais qui a publié donc en 1954 Stolen Legacy de George James, ce Guyanais qui enseignait au début des années 50 à Pine Bluff, dans l'Arkansas, aux États-Unis. Il était professeur de latin et de grec et je crois qu'il enseignait aussi les mathématiques. Donc c'était lui-même un érudit, quoi, en fin de compte. Hein. C'était, absolument, tout à fait. C'était lui-même un érudit. Hein. Donc, sur cette note, alors on va finir le podcast avec un petit jeu. Hein, où on va vous présenter, on va vous donner 10 noms de personnalités. Ça peut être des personnalités, vraiment personnalités au sens large. Et vous nous direz, voilà, quoi, ce qui vous vient à l'esprit. On a essayé de faire la parité avec hommes-femmes aussi. Hein. Et c'est aussi pour ça que je suis très content de vous avoir. Parce qu'en fin de compte, on a la parité de votre côté. On a un couple, hommes-femmes, qui ont fait ce travail avec beaucoup de générosité. On le ressent. Beaucoup d'amour et aussi. beaucoup d'amour. Donc, je pense que pour une première, on ne pouvait pas faire mieux, quoi. Hein. Donc vous êtes prêts pour le petit jeu? Oui. Donc moi je vais faire les hommes et puis Charlène fera les femmes. Donc je commencerai avec... Alors attention, hein, parce que je pense que vous allez avoir des petites surprises. Hein. Donc je commencerai avec... Alors roulement de tambour. Alors le premier, je dirais MC Solar. Oui. Je connais MC Solar, je l'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui a un phrasé, un flow aérien et très poétique. Et j'ai toujours été fan de MC Solar. J'ai toujours été fan. Notamment le duo qu'il avait fait avec un groupe kamite british. La chanson, elle a un double titre, je crois qu'elle s'appelle Listen et Écoute. Et je trouve que non, j'étais vraiment fan. Hein. Super. Alors on passe maintenant à une femme. Bah on va rester... Non. Je reste dans la musique ou bien... Tu fais comme tu veux, c'est toi qui... Bon, on va rester un petit peu dans la musique quand même. Alors, Beyoncé. Surtout avec tout ce qu'elle fait en ce moment. Oui. Beyoncé. Bon, j'avoue que c'est pas vraiment... c'est une grande artiste, hein. C'est une grande artiste. Mais ce n'est pas vraiment Enfin, c'est pas l'une de mes meilleures artistes, si on veut. Mais... comment dire, avec ce qu'elle fait actuellement, je trouve qu'elle est un peu, c'est de l'opportunisme. Hein. Peut-être que je me trompe, hein, parce que je n'ai pas tellement creusé. Mais quelque part, elle essaie d'envoyer des messages beaucoup plus kamites. Et pourquoi pas. Maintenant, je pense que c'est plutôt positif de ce côté-là. Hormis le côté, comment dire... strass et paillettes. C'est vrai que c'est un bon... Oui, c'est un bon début, je dirais. Voilà. C'est un bon début. Moi, je pense, comme tout à l'heure, on disait qu'il y a plusieurs paliers, si tu veux, pour devenir kémite, tu vois. Tu commences à manger africain, tu commences à t'habiller africain, tu commences à, tu vois, à t'intéresser à la culture de tes ancêtres, etc., etc. Donc, peut-être qu'elle est dans son... Je ne vais pas réutiliser et dire chemin de croix, hein. Mais peut-être qu'elle est là au niveau de manière intellectuelle, peut-être spirituelle, peut-être qu'elle est dans une phase d'éveil, quoi, peut-être. On ne sait pas. Tout à fait. En tout cas, elle aide, enfin, quelque part. Bon, je dis ça parce que il y a son album avec Le Roi Lion. Oui. Il a eu un impact, en fait, sur mes filles, qui est, on s'y attendait pas, mais c'est vrai que quand on entend, en fait, quand on prête attention à certaines paroles et le message qu'elle véhicule, en fait, la manière dont il a touché mes filles, je me disais, mais mince, elles ont eu une recrudescence de cette fierté d'être
ce qu'elles sont. Et en même temps, Oui. il y a des parties dans son album où mes filles me disaient, bah, c'est Jealousy. Mhm. Il y a un titre qui s'appelle Jealousy, où en Oui. fait, Mhm. elles ont compris quelque chose que même moi j'avais pas. Bon, j'écoute de la musique vite fait, mais j'avais pas prêté attention quand elle dit. Oh là là, attends. Leur chanson qu'elles adorent là, Things of Vampire Lie, c'est quoi encore? Je me rappelle plus du titre. Sheep don't run voilà, les moutons ne courent pas avec les lions, attends, snake don't run with monkeys, don't swim with monkey, les singes ne nagent pas avec Les serpents. les serpents. Mhm. Et je peux pas rester parler trop longtemps parce que je dois aller mettre mon or. Et en fait, elles ont fait une analogie avec Cancan Moussa et son or et dire Ah oui, que, ça c'est pas mal. Ça c'est puissant, oui, effectivement. Oui. et dire que bah oui, nous on est Oui. des lions comme le sphinx. Nous en fait elles se sont retrouvées tellement dedans que je me suis dit mince. Mhm. Donc j'ai là, dû il a aller frappé. réécouter du coup j'ai vu Beyoncé d'une autre manière. Mais parce fait, qu'elles ont, oui, elles oui. ont, et dans tout l'album en fait, elles ont pris des choses que je ne voyais pas. Enfin, on n'avait pas forcément coordonné. Mais par rapport à ce que nous on leur dit et par rapport à l'éducation qu'on leur donne. l'éducation qu'on leur donne, vu qu'elles sont, on les éduque à la maison. Oui. Comment on dit Homeschooling, enfin, Homeschooling. voilà. L'école à la maison, oui. Et bah du coup, elles ont mis des relations que tiens, c'est sorti d'ailleurs. Donc du coup, c'est pour ça que Beyoncé est dans la liste. Mais en fin de compte, là, on a fait la réponse pour toi, là. Mais c'est pas grave. Non. Super. Ok, on passe au prochain. Alors, le prochain, là, ça va être... Alors, le prochain, j'ai pris Frédéric Douglass. Ah oui. Alors Frédéric Douglass, c'est un grand abolitionniste africain-américain. Évidemment, il est aussi connu par son livre The Education of Frederick Douglass, qui rend compte de son vécu, parce que c'est un ancien esclave, Frédéric Douglass. Il est né dans l'esclavage. Et ce qu'il nous raconte sur l'esclavage des Africains par les Européens aux États-Unis est tout simplement effarant. Il y avait même un contremaître qui plantait ses dents dans la chair des esclaves tellement il était possédé. Oui. Et il dit aussi que manifestement, il y a de fortes chances que le maître qu'il a eu à un moment était son père, Frédéric Douglass. Son père était un esclavagiste. Et ensuite, il est devenu donc le grand abolitionniste que nous connaissons, et qui est une figure tutélaire aux États-Unis. Il eut la possibilité de rencontrer John Brown, le militant abolitionniste guerrier. Et donc, c'est quelqu'un qui compte, Frédéric Douglass. Effectivement, j'ai eu l'occasion de lire une version abrégée de The Education of Frédéric Douglass. Et ça m'a beaucoup marqué. Le prochain. La prochaine. Oui, la prochaine. Harriet Tubman. Oh, Harriet Tubman. Ça, c'est carrément... C'est extraordinaire. C'est... Waouh. C'est une grande dame. Harriet Tubman, c'est carrément un héros, une héroïne, en fait, de l'esclavage, parce qu'elle a libéré pas mal de Kamites. Et elle s'est vraiment illustrée, en fait, dans la libération des esprits des Kamites, et aussi concrètement sur le terrain. Et donc c'est une grande figure, c'est un ancêtre qu'il faut honorer, ne pas oublier, en fait. Exactement. C'est vraiment quelqu'un de très... Elle est extraordinaire. Elle est vraiment... c'est une grande dame, oui. Une très très grande dame, ouais. Ok. Donc on passe au prochain. Alors le prochain que moi j'ai choisi, je vais garder le meilleur pour la fin, d'accord? Le prochain que j'ai choisi, c'est Chadwick Boseman. Ah, Chadwick Boseman, oui,
c'est l'acteur qui a joué le rôle, le rôle principal dans le film Black Panther. Exactement. Il a été rappelé par les ancêtres, malheureusement, il y a quelques mois. Mhm. Et Black Panther est un film qui rend hommage à l'inventivité africaine, Mhm. à la portée africaine et à la dignité africaine. Et ça avait été rarement fait d'une façon aussi magistrale par Hollywood. Mhm. Et de cette façon, Chadwick Boseman est passé à la postérité et donc on peut lui rendre hommage parce que son personnage va rester dans nos esprits et dans nos cœurs. Exactement. Exactement. C'est-à-dire qu'il a fait un travail qui dépasse sa personne, quoi. Donc c'est vraiment et puis malheureusement, comme il nous a quittés, ben, c'est vraiment très dommage. Mais en tout cas, il a accompli sa mission sur Terre, quoi. On va dire ça comme ça. Oui. Tout à fait, oui. Tout à fait. Prochaine. Alors, la prochaine, Maya Angelou. Oh, Maya Angelou, oui. Franchement, j'ai eu l'occasion de lire certains de ses ouvrages quand j'étais en Écosse l'année dernière. Et oui, elle a beaucoup donné sur le plan par rapport à la culture africaine-américaine. Et c'est vrai que je la connais pas. C'est un auteur que j'ai découvert, en fait. Mhm. Je connaissais, mais je n'avais jamais lu, en fait. Mhm. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup apporté à la littérature africaine-américaine. Et, Exactement. Ouais. Une vraie grande écrivaine, quoi. ouais, c'est une grande écrivaine, tout à fait. Oui. Exactement. Ouais. Et qui mettait en fait l'accent sur les histoires des Afro-Américains là-bas, quoi. Exactement. Et c'est ça qui est très important parce que la représentation, en fin de compte, de l'imaginaire, l'imaginaire n'a pas de limite, quoi. Mais des fois, il faut des petites étincelles pour pouvoir faire en sorte que comment est-ce qu'on va dire, que le feu prenne, quoi. Hein. Et Exactement. Maya Angelou a Oui. fait un très très beau travail à ce niveau-là, quoi. Hein. C'est vrai, oui. Elle a Pour les beaucoup femmes. produit. Hein. Oui, elle a fait beaucoup de productions littéraires. Oui, oui. Exactement. Pour les femmes. Donc, alors là, moi, les deux derniers ils sont énormes. Hein. Alors, je ne sais pas par lequel commencer. Mais bon, allez, je vais me lancer. Marcus Garvey. Ah, Marcus Garvey, alors justement, mon dernier livre que j'ai publié en tant qu'auteur, c'est La Lumière, la vraie, édité par Afrocentricity International. Et sur la première de couverture, il y a deux personnages qui sont d'une part Marcus Garvey et d'autre part Antenor Firmin. Et donc Marcus Garvey, évidemment, m'inspire parce que déjà, c'est un self-made man. Comme dit Molefi Kete-Asante, Marcus Garvey aurait pu être un homme politique, un tribun, un enseignant, un poète. Mais finalement, il est un peu tout cela, parce que quand on le lit, il fait preuve de poésie. C'est son fils, je crois que c'est Marcus Garvey Junior, qui est décédé il y a peu de temps, qui disait qu'il n'avait jamais vu son père sourire. Son père était entièrement dédié au combat de renaissance de son peuple. Et j'ose... heureusement, il s'est marié 2 fois. Marcus Garvey, toujours avec des combattantes. Donc, Amy Ashwood, la première épouse. La deuxième, c'était Amy Jack. Et c'était toujours des femmes combattantes et afrocentriques, heureusement. Donc, et pour moi, c'est l'un des grands prophètes, j'utilise ce mot exprès, hein, c'est l'un des grands prophètes du peuple africain. Pendant longtemps, j'ai cru que le nom de l'équipe de football du Ghana, Black Star, c'était parce que c'était des Noirs qui jouaient et c'était des stars. Mais non. En fait, le nom de Black Star est inspiré de Black Star Line, c'est-à-dire la compagnie maritime que Marcus Garvey avait donc créée pour relier l'Amérique noire à l'Afrique. Donc encore, Marcus Garvey,
c'est un grand ancêtre qu'il ne faut surtout pas oublier. Hein. En effet. En effet. Très belle description. Donc là, on passe maintenant avant-dernière femme. Non, je garde la meilleure pour la fin. Je... je vais dire Catherine Johnson. Catherine Johnson. Alors là, je ne la connais pas, par contre. Hein. Elle est écrivain. Je ne connais pas du tout. Alors, je vais donner un petit indice. C'est scientifique, ouais. Oui. Nous, on l'appelle, elle était appelée le Human Computer. Ah, c'est pas celle qui... elle est mathématicienne, il me semble. Exactement. Voilà. C'est celle qui a développé, je pense, avec la NASA, quelque chose. Exactement. Son autobiographie, me semble. Son biopic, je crois. Exactement, oui. C'est vague, hein, c'est vague. Elle n'a pas été incarnée par... comment elle s'appelle Taraji, non? Taraji P. Henson, yeah. Yeah. Celle qui joue dans... elle a fait plein de films. Oh non. Attends. On est là. Oui, en fait, elle a participé au projet de la NASA, il me semble. Exactement. Oui. Avec... je pense que j'ai vu son film où elle était... il y avait... il y a une scène qui m'a vraiment choquée, mais c'est quand elle voulait aller aux toilettes. Il y avait des toilettes. Exactement. Et elle a dû traverser tout un... Je veux dire, c'était surréaliste en fait. Hein. Exactement. Comme c'était au temps de la ségrégation. Exactement. Les toilettes des blancs, enfin des noirs, etc. Donc elle était la seule femme noire en plus. Exactement. Au milieu d'hommes blancs. D'homme blanc. Mais hyper douée, mais vraiment très douée en sciences. Mm-hmm. Et... oui, elle a développé, en fait, elle était très douée. Hein. En fait, elle a fait les calculs pour lancer la fusée. C'est elle qui a trouvé les calculs exact. pour lancer la fusée Parfait. dans l'espace et puis, soi-disant, sur la Lune. Voilà, donc vraiment, c'est incarné par Janelle Monáe, c'est ça, hein, Janelle. Alors, Janelle Monáe, elle joue le rôle d'une de ses amies dans le film. Oui. Et et elle est interprétée par c'est Taraji P. Henson là, celle qui a joué dans j'ai vu le film, Baby Boy, Empire et tout. Quoi. Donc, vraiment, excellent. L'histoire est vraiment extraordinaire. Une très belle histoire. Surtout que le truc, c'est une histoire vraie. Et ce qui est bien, c'est que on l'appelle le human computer, c'est-à-dire que, par exemple, nous, on ne savait pas que... Enfin, le computer, ça venait en fait de ces femmes-là qui faisaient en fait. Ces travaux à la main. Et quand on voit bien dans le background, c'était pas... c'était des noirs, des femmes noires qui, soi-disant, ne sont pas censées connaître blablabli. Mais là, c'était elles qui étaient utilisées comme des calculatrices humaines, enfin, même pire que des calculatrices humaines, des computers, des ordinateurs. Des ordinateurs, oui. Donc, ça, c'est un beau modèle. Très, très beau modèle. C'est un super modèle, oui. Et, alors, de mon côté, je finirai... et puis bon, je te dirai après pourquoi je l'ai pris, mais bon, peut-être que tu vas deviner. Anténor Firmin. Alors Anténor Firmin, j'ai subi un traitement il y a quelques temps, justement parce que pendant plusieurs années, j'étais incapable de faire une phrase sans inclure le nom d'Anténor Firmin dans la phrase. Et donc, vous remuez le couteau dans la plaie. Évidemment, c'est une blague, mais la lecture du livre d'Anténor Firmin m'a vraiment beaucoup interpellé. Et d'ailleurs, ça fait partie des livres qui m'attiraient avant même de l'avoir lu. Mm-hmm. Je savais que c'était important, de l'égalité des races humaines. Bon, il n'a pas fait que ça, Anténor Firmin. Il a aussi écrit d'autres ouvrages. Il a aussi été un homme politique. Il a été ministre dans son pays. Il a été diplomate. Il a été membre de la Société française d'anthropologie, le membre de la Société d'anthropologie. Et quand il a écrit son livre et publié son livre de l'égalité des races humaines en 1885, c'était en pleine conférence de Berlin, d'ailleurs, lorsque les Européens se découpaient le gâteau africain, et ben justement, les Européens se découpaient l'Afrique, se partageaient l'Afrique sur la base du racisme pseudo-scientifique, c'est-à-dire ce droit de l'homme blanc à exploiter l'Afrique du fait de sa supériorité raciale.
Et au même moment, un afro-descendant comme Anténor Firmin déconstruisait complètement dans son étude le racisme pseudo-scientifique. Donc au moment où le racisme militaire et politique paradait, le racisme pseudo-scientifique qui était sa justification s'écroulait, vaincu par les coups de boutoir d'Anténor Firmin dans son magnifique livre. Un livre très bien écrit aussi, avec un style admirable. Et donc, c'est un grand ancêtre, là aussi, Anténor Firmin. L'haïtien Anténor Firmin, c'est un grand ancêtre qu'il faut étudier et qu'il faut invoquer très souvent. En effet. Je pense qu'on est d'accord qu'on n'aurait pas dit mieux. Hein. Bon. Voilà, et là, dernier nom féminin. Donc de notre côté, Ama Mazama. Waouh. Eh ben, dis donc. J'ai dit, on a regardé le meilleur pour la fin. On a gardé le meilleur pour la fin. C'était pas des blagues. Franchement, le docteur Ama Mazama m'a beaucoup inspiré en fait. Franchement, si j'en suis là, je pense que c'est grâce à elle. C'est ce qui m'a donné envie de faire des traductions. Elle m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, notamment lorsque j'ai lu sa biographie, moi, Ama, Père universel. Franchement, c'est une autobiographie qui est excellente et qui m'a beaucoup inspirée en fait. Et tous ses écrits m'ont inspirée en fait. Que ce soit l'impératif afrocentrique, elle m'a ouvert les yeux sur la connaissance de ma personne, avec religion et renaissance africaine, retour vers la spiritualité africaine. C'est un livre que je recommande à beaucoup, à tous, parce que c'est une grande inspiratrice en fait. Ça fait partie des gens qui libèrent la population de l'esclavage mental, quoi, en fin de compte. Hein. Exactement. C'est une grande dame qu'il faut célébrer et qu'il faudra toujours célébrer. Exactement. Et bien voilà, on arrive à la fin de notre entretien. Et bien écoutez, franchement, c'était un plaisir. Je pense que pour une première émission, on a été vraiment gâtés. Et de toutes les manières, vous avez déjà signé le papier là, hein, que vous allez revenir. Donc maintenant, vous n'avez plus le choix. Donc en tout cas, vraiment, on vous remercie. Et puis voilà, quoi, on vous laisse le mot de la fin si vous voulez dire quelque chose. Peut-être nous dire où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux, etc. Quoi. Voilà, Oui, pour que les auditeurs puissent venir regarder vos travaux, quoi, tout simplement. Alors en fait, franchement, je suis très émue par cette émission. Pour moi, c'est une première. Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer en fait. Et surtout par rapport à nos traductions, Iterou, il a plus de l'habitude en fait de faire cet exercice. Mais c'est vrai que je suis vraiment heureuse de l'issue en fait. Et de tout le déroulement, ça s'est super bien passé avec des personnes qui vous écoutent et qui sont bienveillantes comme vous deux. Et franchement, je vous remercie vraiment, ça me fait chaud au cœur. Et vraiment, je voulais vous remercier vraiment par rapport à cette initiative que je félicite. D'ailleurs, je vous félicite à tous les deux. Merci. Parce qu'on a besoin de voir des gens comme vous, des jeunes qui s'intéressent à notre histoire comme ça et qui veulent bien la divulguer et la faire connaître au plus grand nombre. C'est tout un honneur pour vous, franchement. Bravo à tous les deux. Alors, je rebondis sur ce que tu dis là, et Iterou, il va marquer des points, il me redira merci plus tard, parce que moi, au début, j'étais en contact avec Iterou, et il m'a dit, mais attends, j'ai fait la traduction avec mon épouse, est tombée et tout, ça serait bien qu'on le fasse. J'ai dit, ben écoute, plus on est de fous, plus on rit, quoi, tu vois. Donc, tu vois, Iterou, je t'ai donné des bons points, là. Hein. Oui, merci beaucoup. Alors, pour nos ouvrages, en fait, vous pouvez les retrouver sur le site de Internet, en fait, de l'Afrocentricité Internationale France. Également sur Diaboukam. Et donc, en fait, en ce qui me concerne, j'ai commencé sur Instagram à faire la publicité de nos traductions, notamment de Stolen Legacy, de l'héritage volé, également de la personnalité raciale du psychopathe, Bobby Eugene Wright, et aussi de la dernière traduction de Molefi qui était à santé, du docteur Molefi qui était à santé,
d'Imhotep à Akhenaton, une introduction au philosophe égyptien. Donc, c'est Etombe Edembe, sur Instagram, en fait. Ok. Super. Oui, quant à moi, je suis présent sur Facebook, sous le nom d'Iteru Orowe. Je suis présent aussi sur Instagram, même si je ne suis pas très actif, mais j'ai commencé à faire la promotion de notre travail sur Instagram, toujours avec le nom... alors, c'est Iteru O, je crois que c'est Iteru O sur Instagram. Et j'avais aussi un blog personnel, je crois que c'est Arano, Agano. Et si vous cherchez Iteru Orowe Arano, mais c'est des vieux articles, hein. Par contre, c'est des vieux articles. Et puis, j'ai aussi ma chaîne YouTube aussi. Ça, c'est le plus important. J'ai aussi ma chaîne YouTube où je devrais être encore plus actif, mais je travaille actuellement sur des cours en ligne que je vais proposer à différents clients avec mon associé, donc Kitemona. Je travaille sur des cours en ligne parce que j'ai décidé de me professionnaliser et je pense que cela méritait une professionnalisation pour faire les choses de façon encore plus intense. Maintenant, par rapport à l'émission d'aujourd'hui, je suis très content parce qu'on est comme à la maison et nous avons découvert des militants qui veulent faire sortir le livre de la Tour d'Ivoire ou du ghetto dans lequel le livre se trouvait. Le livre doit sortir du ghetto pour aller vers le peuple, vers l'ensemble du peuple. Le livre doit sortir de la Tour d'Ivoire, des bibliothèques, pour aller à la rencontre des gens, parce que les livres parlent des gens. Exactement. Les livres parlent de la vie. Et il ne faut pas avoir ce blocage psychologique parce que c'est quand même incroyable que certaines vérités se trouvent dans les livres. Quand elles se retrouvent ailleurs, sur les réseaux sociaux, dans une conférence, on trouve ça génial. Et parce que c'est dans des livres, ce serait ennuyeux, alors que c'est exactement la même chose. Exactement. Donc les livres nous permettent aussi de fortifier notre esprit et de stimuler notre imagination. Exactement. Mais écoute, Iteru, franchement, ça serait les mots de la fin, parce que je pense qu'on ne pourra pas faire mieux. Et sinon, on va repartir sur une conversation d'1 heure. Là, rien que ce que tu as dit, j'étais à 2 doigts de rebondir dessus. Mais étant donné que vous reviendrez, on aura l'occasion d'en parler vraiment plus amplement. Et donc voilà. Pour conclure l'émission, nous vous remercions. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.